très bonne transition sur la stratégie d'après l'échec en deuxième ligne. Philippe, on était dans une situation d'échec et puis on voit des choses apparaître qui sont presque des thérapies ciblées, ou en tout cas c'est peut-être déjà le début des thérapies personnalisées. Peut-être là des thérapies plus individualisées au moins, avec des données partant de la génomique, avec une très belle étude de Robinson dans Cell. Et je me concentrais sur deux axes, parce que ces axes sont assez fréquents au plan des anomalies génomiques. La première, ce sont les anomalies des gènes de réparation de l'ADN. Et en phase de métastatique, résistance à la castration, il y a environ entre 20 et 25% d'anomalies, donc qui peuvent déboucher sur des traitements ciblés. Et une anomalie qui est très importante aussi, c'est la perte de la fonction de Pitten, un axe vraiment très important qui peut aller jusqu'à, vous voyez, 49% dans l'étude de Robinson, et qui pourrait bénéficier là aussi de traitements ciblés. Alors, 3 articles majeurs, et ils sont majeurs, vous voyez, puisque tous les 3 sont publiés dans le New England Journal of Medicine, donc celui de Robinson dont on vient de parler, celui de Matteo sur le traitement par olaparib des formes qui ont des mutations sur les gènes de réparation de l'ADN. Et puis, le troisième, c'est la découverte finalement d'une fréquence élevée d'anomalies constitutionnelles sur ces gènes de réparation de l'ADN, et qui va, comme corollaire, déboucher sans doute sur des consultations d'oncogénétique plus fréquentes sur des patients qui peuvent avoir un environnement qui laisse supposer de ces anomalies constitutionnelles, notamment sur BRCA2. Vous voyez que les gènes de réparation de l'ADN, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a de multiples, avec des fonctions multiples de ces gènes de réparation de l'ADN, en retenant essentiellement BRCA2, ATM, et puis tout ce qui est mismatch repair. La troisième étude, c'est l'étude de Pritchard, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est une étude qui est partie des premières données de Robinson. Robinson avait travaillé sur 200 tumeurs environ. Là, on est à plus de 600 tumeurs. Il a regroupé plusieurs équipes internationales. Et il a regardé les anomalies sur les gènes de réparation de l'ADN qui étaient d'ordre constitutionnel. Sur les tumeurs, je dirais, de présentation habituelle, au premier diagnostic, généralement, on a environ, comme dans les cancers du sein, 2% des tumeurs qui sont mutées BRCA2. Et donc, ça ne vaut pas le coup d'adresser les patients en oncogénétique. Mais quand vous voyez la présentation de celles qui sont métastatiques, et notamment métastatiques d'emblée, on va arriver sur un chiffre, vous voyez, qui est l'ordre de 11,8%. Et là, donc, on a une sélection parce que ces tumeurs qui ont des anomalies sur les gènes de réparation de l'ADN sont plus graves. Et donc, de ce fait-là, sont plus métastatiques. Et dans ces formes métastatiques d'emblée, il va falloir sans doute aller rechercher ces anomalies génomiques. Pourquoi ? Parce qu'elle débouche sur des traitements, et c'était donc la publication dans le New England Journal of Medicine, toujours par l'équipe de Bono, avec donc une étude de phase 2 qui s'adressait à des tumeurs qui avaient finalement été traitées par toutes les nouvelles hormonothérapies, par des chimiothérapies, et il y a eu un séquençage de ces tumeurs avec un traitement par olaparib délivré à la fois à celles qui étaient avec des mutations sur ces gènes de réparation de l'ADN ou pas, et le message est un peu noir-blanc aussi, alors méfions-nous avec les données d'Antonorakis, mais enfin, ne répondait pratiquement que les tumeurs qui avaient ces anomalies sur des gènes de réparation de l'ADN. Et quand on regarde le bénéfice, il n'est pas seulement en réponse, parce que vous avez des survies sans progression radiologique qui sont importantes, pratiquement, vous voyez, pratiquement 10 mois, 9,8 mois en médiane. Sur des patients polytraités, c'est plutôt assez remarquable, avec une médiane de survie de l'ordre de 13 mois. Donc vraiment une piste importante. Aujourd'hui, les études de phase 3 sont en cours. Peut-être dernière nouveauté, puisque l'article est tout récent, il a maintenant un mois. L'équipe londonienne, toujours. Vous avez sans doute entendu parler des mutations d'ESPOP. On vous a dit que c'était des tumeurs plus graves. Ces tumeurs-là sont caractérisées par des pertes de fonction de ce qu'on appelle CHD1, qui sont en fait des gènes qui codent pour des protéines qui vont agir sur l'environnement de la chromatine. Et quand vous avez des anomalies d'ESPOP, des mutations d'ESPOP, ce sont des tumeurs qui répondent particulièrement à l'olaparib et aux carboplatines dans ce modèle animal, mais également, ils ont un cas de patient comme ça. Et peut-être qu'il faudra aller chercher, par séquençage, la toute petite sous-population de ces tumeurs qui sera plus sensible à la chimiothérapie peut-être que pour la biratérone, puisque un des messages importants de ce que vous a dit François tout à l'heure, c'est que le score de Gleason n'est pas prédictif soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie, et que peut-être il faudra aller chercher des sous-populations comme ça pour avoir certains facteurs prédictifs pour
mieux distinguer les patients qu'il faut traiter par chimie ou par hormonothérapie. Dernier point sur la perte de fonction de pitène, c'est les données que l'on a eues qui sont en cours de publication, qui ont été présentées à la SCOGIU, où on ajoute à l'acétate d'abiraterone un inhibiteur d'AKT qui joue sur pitène. Et dans la sous-population où il y a une perte de fonction de pitène, on a un effet bénéfique d'une molécule qui s'appelle l'apatasertib. C'est en cours de validation dans une étude de phase 3 en cours. Donc ça ouvre là aussi de nouvelles perspectives sur des traitements ciblés dans une sous-population de cancer de prostate qui présente ce type d'anomalie.